Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Quel accueil! Pourtant, vous allez être déçus. Je suis le second choix, la superstar qui devait venir s'est désistée. C'est vrai, hein. Je vais vous présenter quasiment que du vide. Mon objectif est de vous montrer à quel point vous êtes infiniment seul. Et je vais commencer par une page de pub. Quand on pense à l'exploration spatiale, dans une agence spatiale comme le CNES, on pense à des fusées, on pense à des sondes, des atterrisseurs, des satellites, la station spatiale, Thomas Pesquet, Rosemary Kogan ou Sophie Adno. Bref, on pense à des véhicules qui nous emmènent ou qui emmènent des instruments voyager dans le système solaire. Fin de la pub. Moi, quand je pense au système solaire, c'est cette image qui me vient, une image qui a littéralement bercé mon enfance et probablement toute ma vie. Le Soleil et ses planètes à l'échelle, une image, un photomontage qui signifie qu'on est tout petit. La Terre, la troisième planète, elle rentrerait à peu près 1 million de fois dans le volume du Soleil. Pour autant, dans l'univers, ce n'est pas la taille qui compte, c'est la distance. Cette image masque quelque chose d'insurmontablement complexe pour l'esprit humain, c'est les distances dans l'univers et le vide dans l'univers. Voilà une vraie photo incroyable. Pas deux planètes, la Terre et la Lune. Il n'y a rien de plus proche dans l'univers. On a entendu tout à l'heure 380 000 km. En fait, c'est rien. Et regardez comme c'est vide, comme c'est noir. Toute la présentation est noire. Ça, c'est notre plus proche voisin et c'est le seul. Je vous invite à un voyage un peu plus loin. On va prendre du recul et on ne va pas voyager à la vitesse d'un vaisseau spatial parce qu'il nous faudrait à peu près 1 an pour atteindre la prochaine planète, Mars. On va le faire à la vitesse de la lumière, la vitesse limite dans l'univers. Rien ne va plus vite. Attachez vos ceintures, c'est parti. La Terre et la Lune, 1 seconde à peu près, un peu plus, à la vitesse de la lumière. Je vous disais que c'est proche, il n'y a rien de plus proche, et tout est tellement loin. Comme je tourne le dos à l'écran, si vous voyez quelque chose, faites du bruit. Hein, la prochaine planète, je ne sais pas. Faites comme mon fils qui découvre une pizza. Waouh! Non, en vrai, hein, dites-le parce que je ne la verrai pas. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur l'histoire de la physique, une histoire très personnelle. J'ai sélectionné les moments qui me plaisaient le plus. Toutes les fois où je suis tombé de ma chaise en découvrant tout ce qu'on avait inventé avec notre esprit pour expliquer l'univers. Il y a une théorie qui a tenu extrêmement longtemps pour expliquer l'univers, c'est la théorie des sphères. Alors, bon, j'ai les mains prises, vous imaginez. Perdu, non, vous faites avoir là, c'est trop facile. Hein. Planète. Donc mon doigt, c'est la Terre, tourne autour une sphère physique, un objet, sur laquelle est accrochée la Lune. Donc elle tourne avec cette sphère. Un peu plus loin, il y a une autre sphère, un peu plus grande, sur laquelle est accroché le Soleil. Et puis beaucoup plus loin, une autre sphère noire sur laquelle sont attachées les étoiles, le firmament. Tout ça tourne autour de la Terre et ça explique les mouvements qu'on voit dans le ciel. Cette théorie, elle a duré à peu près 2 millénaires, jusqu'à une énorme révolution qui a été amorcée par plusieurs personnes. Je vous donne mes pépites. Johannes Kepler, à la fin du XVIe siècle, propose de garder cette théorie des sphères qu'il trouve parfaitement harmonieuse, divinement harmonieuse, en intervertissant la Terre et le Soleil, comme l'avait proposé Copernic peu de temps avant, et en fait comme l'avait proposé quelqu'un 1800 ans avant, mais il n'a pas eu la bonne idée au bon moment, Aristarque. Bref, son rêve, et il est persuadé qu'il va y arriver, c'est de démontrer que toutes les planètes tournent autour du Soleil attachées à des sphères concentriques. Et il va tout casser. Il va découvrir exactement le contraire. Il va découvrir que les mouvements des planètes ne sont pas des cercles. Il va découvrir que le mouvement des planètes, c'est des ellipses, donc des cercles allongés, et que ça, on ne peut pas le modéliser avec des mécanismes simples d'horlogerie, avec des sphères.
Il va démontrer que tout ce qu'on pensait jusque-là était faux et très faux, à part que le Soleil est bien au centre, et encore au centre de quoi? Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de centre dans l'univers. Bref. Et là, c'est perdu pour tout le monde. On ne sait plus du tout à quoi se raccrocher. Tout flotte dans l'univers, on ne sait pas comment ça bouge. Arrive 80 ans plus tard Isaac Newton, qui fait une découverte fondamentale, la gravitation en gros. Alors on a souvent l'image de Newton qui découvre la gravitation en voyant une pomme tomber. À l'époque, la plupart des gens savaient que les pommes tombaient des arbres. Ce qu'il a découvert, c'est vertigineux, beaucoup plus fondamental, et c'est encore ce qu'on utilise aujourd'hui. Il a dit, si je lance une pomme, elle tombe. Vous êtes d'accord? Si je la lance très fort, elle tombe de l'autre côté de la Terre. Et si je la lance encore plus fort, elle tombe derrière la Terre. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle orbite et elle devient une lune. Voilà ce qu'il a démontré, voilà ce qu'il a découvert. Il a découvert que, certes, la pomme tombe, mais la lune tombe comme la pomme, le soleil tombe, la Terre tombe, les étoiles tombent, tout est en mouvement, il n'y a plus de sphère, il n'y a plus rien d'accroché, tout est en chute libre dans l'univers. Et ce n'est que le début. Mais cette théorie, elle a duré à peu près 200 ans, jusqu'à l'arrivée d'Albert Einstein, qui lui avait des idées encore plus loufoques qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui. Il dit l'espace et le temps, ça n'existe pas, on vit dans l'espace-temps. Un objet fluide, élastique. Le temps ne s'écoule pas de la même façon pour vous et pour moi, le temps ne s'écoule pas de la même façon. 4 minutes à la vitesse de la lumière pour atteindre la prochaine planète, parce que on a la chance que sur cette animation, elle était du bon côté du Soleil, c'est-à-dire du même côté que nous. On n'ira pas beaucoup plus loin parce que la prochaine planète, Jupiter, est à une demi-heure. Et si on voulait atteindre la dernière, ce serait 3 heures. Et encore, ça, c'est des petites distances, on va y revenir. Bref, donc le temps ne s'écoule pas pareil pour vous et moi, le temps ne s'écoule pas pareil pour mes orteils et ma tête. Et le simple fait de marcher déforme l'espace-temps. Si vous ne comprenez rien, c'est très bien. C'est normal. Pour autant, ces équations permettent d'expliquer beaucoup de choses qu'on n'expliquait pas avant. C'est donc la théorie qui fait foi aujourd'hui, qui fonctionne très bien à des échelles assez grandes. Et en parlant d'échelle, donc là, on vient de découvrir le vide interplanétaire. C'est très vide. Et pourtant, ce n'est pas si vide que ça à l'échelle de l'univers. Si on voulait atteindre la prochaine étoile, peut-être qu'il y en a qui ont la réponse ici, il faudrait laisser dérouler l'animation jusqu'en 2028. 4 ans pour atteindre la prochaine étoile, la plus proche du Soleil. Et ça, c'est tout petit. C'est plongé dans un objet qu'on appelle la galaxie, la Voie lactée, qui lui est de taille raisonnable à l'échelle de l'univers. Et l'ordre de grandeur, c'est 100 000 années à la vitesse de la lumière pour la traverser. Voilà ce que c'est les distances dans l'univers, et voilà ce que c'est le vide dans l'univers. Il n'y a rien dans l'univers, il n'y a vraiment rien. C'est terrible, et ce n'est pas fini. Einstein donc a cette théorie de la relativité générale qui ne fonctionne plus à l'échelle des galaxies. Cette galaxie-là, on a très longtemps cru, parce qu'on n'arrivait pas à la voir aussi bien, que c'était un nuage dans notre galaxie. Il y a 100 ans de ça, on imaginait que l'univers s'arrêtait au bout de la galaxie, qu'il n'y avait plus rien après, que l'univers c'était les étoiles et puis quelques nuages, comme la nébuleuse d'Andromède, comme on l'appelait à l'époque. On a découvert très récemment, donc il y a une centaine d'années, grâce aux travaux d'Henrietta Leavitt et d'Edwin Hubble, qu'en fait c'était une autre galaxie, semblable à la nôtre, incroyablement plus loin, 2 millions d'années à la vitesse de la lumière pour l'atteindre. Et cette galaxie, elle est constituée de centaines de milliards d'étoiles qui orbitent, qui dansent les unes autour des autres. Tout est très vivant dans l'univers, vous allez voir, les étoiles, ça naît, ça meurt, ça se reproduit, et ça va vite. Quand on regarde les mouvements des étoiles, on ne comprend pas pourquoi, en appliquant les équations d'Einstein, cette galaxie tient un seul morceau. Elle devrait se disloquer, toutes les étoiles devraient partir. Une solution à ce problème-là, c'est d'ajouter de façon très arbitraire un composant dans les équations et de dire que toute la matière qu'on voit, toute la matière qu'on peut voir, toute la matière qu'on peut toucher, la matière ordinaire, est complétée par une matière qu'on appelle la matière noire, dont on ne connaît à peu près rien, mais il en faut vraiment beaucoup pour comprendre les vitesses de rotation des étoiles dans les galaxies. Vraiment beaucoup, c'est ça, 84%. Donc si on en croit cette théorie, la matière qu'on est capable de voir et de toucher ne représente qu'1/5 de la matière dans l'univers. Le reste, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas aujourd'hui, c'est pas
Il n'y aura pas de chute sur le sujet. On ne sait pas. Tout ça, c'est très bien. Et c'est à l'échelle d'une galaxie. Si on va plus loin, qu'on regarde beaucoup de galaxies, des dizaines, des centaines de milliers de galaxies, on découvre autre chose. Je ne vous parle même plus des distances, là, on ne comprendrait plus rien, ça n'a aucun sens. Ces galaxies s'éloignent toutes les unes des autres, et de plus en plus vite. Quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec la relativité générale et la matière noire. On rajoute un nouvel ingrédient dans la théorie pour que ça fonctionne, qu'on appelle l'énergie sombre. Tout est noir et sombre, hein, j'avais dit. L'énergie sombre a une action répulsive, opposée à la gravitation, donc, qui a tendance à éloigner les galaxies les unes des autres. Et de nouveau, on fait des mesures, et on se rend compte qu'on en a besoin de beaucoup, vraiment beaucoup. Dans l'état actuel de nos connaissances, la matière ordinaire représente 5% de l'univers. La matière noire, dont je parlais juste avant, 26%. L'énergie sombre, 69%. On ne sait rien de ces 95%. Voilà l'état actuel de nos connaissances. Là où il y a 100 ans, on pensait tout comprendre, on en arrive à un point où l'humanité n'a jamais été aussi consciente de sa petitesse, de sa fragilité, de son isolement terrible et de son incompréhension totale de tout ce qu'elle voit. Ça pourrait être la fin de la présentation, mais j'ai décidé de ne pas vous déprimer tant que ça. Je vous propose de reculer encore un peu avec une animation assez poétique des plus grandes structures de l'univers connu. Les galaxies qu'on vient de voir s'organisent via la gravitation en amas de galaxies. Elles se regroupent, qui eux-mêmes se regroupent en superamas de galaxies, en complexes, etc., jusqu'à cette échelle. Tout est vivant, hein. Il y a des sortes d'autoroutes à galaxies dans l'univers qu'on appelle les filaments et qui composent la toile cosmique, les plus grandes échelles qu'on soit capable d'observer aujourd'hui, ou du moins qu'on ait détectées, dans lesquelles se cachent les réponses aux 95%. Aujourd'hui, personne n'a la solution. Peut-être que la nouvelle Leavitt ou Newton ou Einstein se trouve ici. En tout cas, on n'a pas encore la solution. Peut-être que ça arrivera demain, peut-être dans 100 ans, peut-être jamais. Je récapitule en vous offrant votre adresse cosmologique si vous ne la connaissez pas. Donc, nous vivons sur Terre, une toute petite boule d'eau, dans le système Terre-Lune, minuscule, 1 seconde à la vitesse de la lumière. Dans le système solaire, 8 planètes, une vingtaine de lunes, à peu près 10 heures selon ce qu'on considère pour le traverser à la vitesse de la lumière. Tout ça appartient à la Voie lactée. Là, on atteint des échelles intéressantes. Des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles, 100 000 années-lumière pour la traverser. Tout ça appartient au groupe local. On a vu la galaxie d'Andromède tout à l'heure. Elle en fait partie aussi. Tout ça appartient au superamas de la Vierge, 100 millions d'années-lumière. Ça n'a plus aucun sens, évidemment. Complexe poisson-baleine. Si vous avez un nom à retenir, il est tellement joli. Vous pourrez le dire, hein, que vous habitez dans le complexe poisson-baleine. Tout ça appartient donc à l'univers observable, ce que je vous ai montré avant. Et il se trouve que plus on regarde loin, plus on regarde il y a longtemps, et qu'au bout d'un moment, on arrive au plus loin qu'on puisse le regarder, c'est-à-dire au plus longtemps qu'on puisse regarder. Ça, c'est quelque chose qui nous vient de la théorie du Big Bang. Alors, nouveau choc, le Big Bang n'existe pas. C'est un instant conventionnel dans les équations. On sait aujourd'hui que si on remonte le temps avec les équations d'Einstein, on arrive à un endroit qu'on appelle le Big Bang qui ne répond plus aux équations d'Einstein. Donc, on démontre avec les équations d'Einstein que les équations d'Einstein sont fausses. En première approximation, tous les modèles sont faux. Bref, donc l'univers observable, lui, est gouverné par ces équations et on ne peut pas aller plus loin parce qu'il n'y a plus rien à voir. Et l'univers observable lui-même appartient probablement à un univers plus grand, encore que. J'ai dit l'univers mesure 1000, c'est une expression de ma fille pour quelqu'un qui sait compter à peu près jusqu'à 300. 1000, c'est peut-être pas l'infini, mais je ne peux rien concevoir qui soit aussi gigantesque. Merci.